suite. Donc Marc, voilà. Marc Bulto, alors je vais te réintroduire. Alors attendez que je reprenne mes fiches. Marc, donc tu es formateur consultant à l'association Rive, c'est bien ça. Aussi en lien avec l'Université de Savoie pour la gestion d'un master en humanitaire et engagement international. Je ne sais plus quel est le titre exact. Tu vas le redonner. Bon, je te laisse compléter la présentation. Tu vas nous parler aussi d'une étude sur le devenir des volontaires suite à leur mobilité. Voilà. Oui. Tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si le froid conserve, on a de l'avenir dans cette salle. Hein. Si on avait de la place, on pourrait se mettre debout et danser une bonne bourrée, mais la configuration amphithéâtre, c'est pas génial pour ça. Alors, tant pis pour la bourrée, on verra au cours du repas. Alors effectivement, oui, je m'occupe aujourd'hui, donc je suis contractuel à l'Université de Savoie où je m'occupe d'un master qui s'appelle Analyse de crise et action humanitaire. Donc vous voyez bien le découpage. Hein. Dans un premier temps, on tente de comprendre ce qui se passe et donc d'être dans des analyses de contexte. Et dans un deuxième temps, éventuellement, si on juge ça nécessaire et si c'est pertinent, on imagine une intervention possible sur le terrain. Donc vous voyez bien le filtre qu'il peut y avoir à travers la formation qu'on propose, qui est très pluridisciplinaire puisque nous sommes en sciences humaines et nous sommes en langue étrangère appliquée. Donc du coup, par définition, pluridisciplinaire au niveau des sciences humaines. Alors mon propos, il va essentiellement s'articuler autour de trois entrées. La première, ça fait 18 ans que je travaille sur l'accompagnement de groupes de jeunes et de la formation de formateurs sur ces questions-là. Autant dans le volontariat longue durée, comme ça vient d'être évoqué, que sur les séjours de beaucoup plus courte durée. Et puis deux travaux, un premier que j'ai pu mener en recherche-action dans le cadre du collège coopératif à Lyon en 2006-2007, où j'avais travaillé sur un échantillon de 50 jeunes, à la fois avec un travail quantitatif et qualitatif. Et puis là, on vient de terminer avec Pays de Savoie Solidaire, une enquête auprès de 100 jeunes de retour depuis 2 à 10 ans. Donc la première enquête était plus une mesure d'écart entre l'avant et l'après-séjour, hein, donc dans les mois qui suivaient le séjour. Et dans un deuxième temps, dans la deuxième enquête, on a plutôt travaillé sur des gens rentrés depuis 2 à 10 ans, ce qui nous permettait de tenter de mesurer les impacts à plus long terme. Alors, premier point, évidemment, je ne vais pas revenir forcément en détail là-dessus, pas tellement surprenant. Ce qu'on observe, c'est une double rencontre. Une rencontre avec l'autre. Alors à la fois l'autre différent, qui questionne par sa différence, mais aussi, somme toute, l'autre pas si différent que ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, quels que soient les endroits sur la planète, on a quand même des points communs qui consistent à imaginer l'avenir, à se projeter dans un travail, dans une activité professionnelle, à imaginer constituer un foyer, etc., etc. Et donc, du coup, au-delà des différences d'ordre culturel, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de points communs. Donc, il y a cette espèce d'aller-retour entre, d'un côté, oui, l'autre est différent, et en même temps proche. Et on est constamment en train de faire un aller-retour entre ces deux dimensions, cette prise de conscience. Évidemment, cette relation à l'autre induit évidemment une relation à soi-même et une découverte de soi-même. Et cette relation sous forme de dialogue, hein, l'autre m'interpelle sur mes modes de vie, sur mes compétences professionnelles, mais aussi sur ce que je pense de la mort, sur mon rapport au sacré, sur ma projection dans l'avenir en tant que responsable de famille, etc., etc. Et donc du coup, ce questionnement fait que petit à petit, on arrive à se découvrir soi-même et surtout, on se découvre autre que ce qu'on imaginait. Et une chose qui ressort souvent de ces entretiens, c'est que finalement, l'idée d'altérité, elle est rendue possible par la relation à autrui très différente sur certains aspects de la vie quotidienne, mais aussi finalement sur une redécouverte de soi, des aspects de soi-même qu'on n'imaginait pas. Donc une double rencontre avec l'autre, avec soi. Un point pas très surprenant, de toute façon ça va être quelque part beaucoup de portes ouvertes qu'on va enfoncer maintenant, d'autant plus que les interventions précédentes ont déjà abordé tous ces sujets, mais là on a essayé un petit peu de se confirmer, enfin en tout cas de vérifier des intuitions par une enquête auprès d'un échantillon qui nous semblait relativement conséquent.
La construction de la confiance en soi. Bon, de pouvoir bâtir des projets de ce type-là quand on a 17, 18, parce que l'échantillon sur lequel on a travaillé, c'était des séjours de courte durée, en moyenne 1 mois, et des jeunes qui avaient au moment du départ entre 16 et 25 ans. Et donc du coup, ce qui ressort de façon très très claire, c'est la prise de confiance en soi rendue possible grâce à cette expérience. D'abord, d'avoir pu bâtir un projet de A à Z, recherche de partenaires, recherche de financement, construction de l'action à mener sur place si action il y a, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et donc cette prise de confiance en soi, évidemment, au retour, elle va avoir des répercussions, pas seulement sur la recherche d'emploi, mais sur d'autres aspects aussi de la vie. L'ouverture au monde, dans l'échantillon qu'on a interrogé, 79% ont modifié leur perception de la solidarité internationale. Alors ça, très intéressant, puisqu'évidemment, ils partaient avec une certaine image de la solidarité internationale, souvent véhiculée par les médias. Et puis, arrivé sur place, on se rend compte que les choses sont plus subtiles, sont plus complexes, sont plus ambiguës parfois. Et certains n'hésitent pas au retour à être très critiques par rapport à l'aide internationale sous ses différentes formes. Donc ça, c'est très très intéressant. Et 77%, donc on est quasiment à 4 sur 5, disent qu'ils ont modifié leur appréhension d'autres cultures, y compris sur la propre culture, leur propre culture d'origine. Parce qu'effectivement, ça fait partie des questionnements qu'on a eus dans les enquêtes qu'on a menées. C'est aussi les réinterroger sur la perception qu'ils ont de leur propre culture maternelle et paternelle. Et cette expatriation leur a permis de porter un tout autre regard dessus. L'attention à autrui, 71% disent qu'ils sont plus ouverts aux autres, 30% plus proches de leur famille, 23% plus en lien avec leur voisinage. Alors ces deux derniers chiffres peuvent peut-être vous sembler faibles. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un échantillon qui, là aussi, porte sur des publics qui sont plutôt des gens, je ne vais pas dire surdiplômés, mais qui sont à des niveaux de diplôme quand même assez conséquents et qui sont déjà globalement plutôt bien insérés dans leur environnement. Donc ce n'est pas tellement surprenant que ces deux derniers chiffres soient pas très 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 forts. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est de voir que malgré cet outillage, ce capital culturel qu'ils ont déjà, malgré ce niveau d'études qui est en gros en moyenne à plus de bac plus 3, malgré ça, eh bien, cette expérience accentue l'envie d'ouverture sur l'extérieur. Autre point, c'est, là on est plus en termes de modification de comportement, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on va appeler la consommation. Près de 60% constatent avoir changé des pratiques dans leur vie quotidienne au retour, dans leur rapport à la consommation. Donc c'est autant sur la consommation alimentaire, par exemple la question du gaspillage, mais aussi grand classique, on intègre une AMAP, on s'intéresse à l'agriculture de proximité, on consomme plus à certaines saisons en hiver des fraises qui viennent de Chili, enfin etc., etc. Mais c'est aussi sur le rapport à la consommation d'eau, en particulier, comme par hasard, pour ceux qui reviennent du Sahel, pas tellement surprenant. Rapport à la consommation d'électricité, tout ce qui est utilisation de la voiture. Voilà, ce sont tous ces exemples qui viennent de manière récurrente et qui montrent que ça se concrétise par des modifications de comportement au quotidien. Professionnalisation. Alors là, c'est des chiffres qui nous ont surpris par leur ampleur. 96%, c'est-à-dire quasiment tous, disent faire figurer dans leur CV cette expérience. Or, je vous rappelle qu'on est sur des expériences dans nos échantillons, sur des expériences de courte durée. Donc, y compris des séjours de 15 jours, 1 mois, 2 mois, sont insérés dans des CV de manière tout à fait intentionnelle et ont des résultats puisque 82% ont évoqué ces séjours à l'occasion des entretiens. Donc, on voit très bien qu'ils s'emparent de cette expérience qui, ici, dans le cadre de notre échantillon, est menée par des jeunes qui partent hors stage. On est essentiellement sur des séjours, je dirais, en freelance, moi tout seul avec un groupe de copains, éventuellement par l'intermédiaire d'un mouvement d'éducation populaire, mais on est très, très, très minoritairement avec un public qui fait ça dans le cadre de ses études. Donc on voit très bien que même en partant pour des vacances, entre guillemets, on intègre ça dans son CV et on imagine ça comme un atout pour la recherche d'emploi, ce qui se vérifie. Engagement citoyen, 64% reconnaissent que le voyage a contribué à les rendre plus engagés, 87% s'investissent dans une activité bénévole. Tout à l'heure, Céline nous a précisé que 26% de la population française est engagée dans une activité bénévole. Donc là, on voit que, visiblement, de manière très nette,
il y a un boostage qui est occasionné par cette expérience d'expatriation dans un cadre de solidarité internationale. Alors le voyage, deux dimensions importantes. La première, c'est qu'il permet de s'expérimenter autrement. Je pars ailleurs et je découvre qu'en fait, je suis autre, cette dimension d'altérité que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est rendu possible parce que les gens me regardent différemment d'ici. Je suis plus vu comme le fils d'un tel ou d'un tel. Je suis plus vu comme étant originaire de tel quartier. Je ne suis plus catalogué comme venant de tel établissement scolaire, comme faisant tel type d'études. Non, je suis vu d'une manière différente. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres représentations qui sont collées sur notre voyageur, mais ce n'est pas les mêmes. Et donc du coup, étant vu autrement par les gens que je rencontre, je peux aussi m'expérimenter, vivre d'autres dimensions de mon être. Et ça, c'est une expérience très très forte et qui au retour est assez déstabilisante, puisque là, effectivement, au retour, souvent ce qu'on entend, c'est « Ah, je reviens dans la vraie vie ». Alors, je leur dis « Mais attendez, la vraie vie, elle était là-bas aussi, hein. Et ce que tu as vécu de toi ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas ici. » Alors, évidemment, le contexte n'est pas le même, l'entourage n'est pas aussi porteur, mais néanmoins, ce que j'ai pu expérimenter ailleurs, ce que j'ai pu vivre de moi ailleurs, je peux très bien le reproduire ici. Et on verra sous quelles conditions. Deuxième aspect que je vais un peu plus détailler, c'est que cette expérience de voyage peut être lue comme une expérience dite sociale. Donc ça, c'est François Dubé qui développe ce concept, grand spécialiste de l'éducation s'il en est. Alors lui, il part un peu de l'idée suivante. Donc on a un jeune adulte, et ce jeune adulte, il inclut trois dimensions, trois individus. Un individu social qui est en relation avec son environnement, sa famille, ses copains, son école, etc., etc. Un individu éthique qui commence à se construire un rapport au monde, une façon de le décrire, d'en parler, d'imaginer son insertion dans le monde, le rôle qu'il peut y jouer. Et puis un individu rationnel. Cet individu rationnel, c'est celui qui rassemble tous les éléments dont il peut disposer à travers son héritage familial, son héritage culturel, etc., etc., et qui se dit, ça, je vais en faire quelque chose qui va me permettre de m'insérer dans la société. Alors évidemment, ces trois individus, ils sont pas forcément très conscients, mais ils sont en nous. Et ça développe un petit peu ce qu'on va appeler par la suite le sujet, c'est je commence à poindre à partir de ces trois dimensions-là. Alors tout ça, ça s'inscrit dans un contexte. Alors là, je l'appelle ici le système, donc ici en France, qui est marqué entre autres par la mondialisation, donc les interconnexions en termes de communication, d'échanges essentiellement de biens, des ethnocentrismes, je pourrais le mettre au pluriel sur le document, des ethnocentrismes qui sont quand même, alors en France en plus, on est persuadé d'avoir inventé les droits de l'homme, enfin etc., etc. Et donc du coup, ça irrigue évidemment notre rapport à autrui et nos façons de voyager. Et on est dans cet environnement-là. L'idée d'aider, ça a été évoqué quelque part tout à l'heure par le témoignage de Denis. Voilà, ça aussi, ça fait partie un petit peu des moteurs qui peuvent pousser à partir l'idée d'aider, d'apporter quelque chose. L'idée, la nécessité aujourd'hui dans beaucoup de cursus post-bac d'avoir une expérience à l'étranger. Donc ça devient petit à petit un must incontournable. Bon, on est très en retard sur les pays anglo-saxons là-dessus, mais ça commence vraiment à rentrer sous des appellations année de césure, stage à l'étranger, mobilité internationale, etc., etc. Bon, ça nous semble peut-être évident aujourd'hui dans cette salle, c'est loin d'être acquis et on voit à quel point c'est difficile de persuader tout le monde, y compris les éducateurs, de la pertinence de ce type d'expérience. Mais néanmoins, on a quand même un environnement qui nous pousse à ça. Et puis, la preuve, c'est qu'il y a des soutiens institutionnels de plus en plus nombreux. Alors évidemment, au niveau européen, on a les grandes bourses connues comme Erasmus, Leonardo, etc., etc. Au niveau national, on a les dispositifs VVVSI, JSI, etc., etc. Et jusqu'au niveau local, où, ne serait-ce que dans la commune de Chambéry, il y a l'accès à des bourses possibles pour ce type d'expérience. Donc on voit très bien qu'il y a tout un environnement institutionnel qui pousse aussi à ce type d'expérience. Donc, hop, tout ça, ça induit évidemment un certain nombre de représentations du voyage, des autres, une certaine envie d'ouverture, de rencontre, et puis de manière plus ou moins consciente, une question de quête de soi. Alors attention, c'est très relatif. C'est très relatif. Tous ceux d'entre vous qui travaillent en direct avec des étudiants ou même des élèves en lycée professionnel, vous savez très bien à quel point certains ont strictement aucune envie de partir, ça leur fait même très peur, et d'autres, au contraire, sont très portés vers l'international. Donc on a vraiment tous les cas de figure, mais on est quand même baigné aujourd'hui dans un environnement qui a plutôt tendance à valoriser ce type d'expérience. Après, je pars. Alors l'expérience, le voyage, je vais le voir effectivement comme une expérience sociale.
Je vais voir deux dimensions. La première, c'est celle d'une rupture. Alors, je ne vais pas détailler la question du rite, puisque je pense que mon voisin de gauche, Franck, va reprendre ça de manière beaucoup plus détaillée. Mais ça peut être vu effectivement comme un rite de passage personnel. On est dans un autre lieu, hein, donc il y a bien une question de rupture géographique, mais aussi une question de rupture de temps. C'est-à-dire que quelque part, pendant la durée du stage, je suis un peu comme suspendu ailleurs, dans un autre monde, où finalement, le temps, je le mesure au minimum pas de la même manière, voire je le ressens même plus. Hein, j'ai terminé la journée, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Quand j'y réfléchis, en fait, j'ai fait énormément de choses, notamment dans le domaine du relationnel. Et ça m'amène à une autre conception du temps. Donc, un autre lieu hors du temps. La rencontre, je ne reviens pas dessus, hein, la question de la diversité et de l'altérité, de l'autre étranger et de l'autre soi-même. Bon, voilà, tout ça, ça fait partie des éléments essentiels de l'expérience. Mais pour ça, parce que vous allez voir que tout ça, ça induit une spirale plutôt positive, pour que cette spirale positive puisse se développer, il va falloir des facteurs facilitateurs. Le premier facteur facilitateur, ça va être l'estime de soi. Quelle est l'estime de soi de chacun des jeunes qu'on a en face de nous? Et alors là, une fois de plus, tous les cas de figure. J'ai encore enfoncé une porte ouverte, mais à partir du moment où on a un gamin qui est un minimum fier de lui, un minimum debout, qu'on a su valoriser au cours de son parcours, que ce soit évidemment dans un système scolaire, mais aussi au niveau familial, c'est clair qu'il va avoir une capacité d'adaptation et une capacité d'ouverture beaucoup plus forte. Donc comment travaillons-nous sur la construction de l'estime de soi ? Deuxième facteur facilitateur, c'est tout ce qui tourne autour de l'éducation à l'interculturel. Il faut que d'une manière ou d'une autre, il y ait une sensibilisation à l'interculturel qui soit faite de manière explicite. Et attention, pour moi, le travail sur l'éducation à l'interculturel, ça ne consiste pas uniquement à essayer d'acquérir des connaissances, des savoirs sur la culture de l'autre, mais ça consiste surtout à travailler sur ses postures dans la relation à autrui. Et donc, du coup, à mieux appréhender sa propre culture, ses propres racines. Et ça, c'est pas si simple que ça. Et puis enfin, autre aspect, je ne vais pas aller dans le détail, plus le séjour est long, mieux c'est, on a déjà évoqué ça tout à l'heure, la question de la maîtrise des langues locales, et oui, mais quand on va dans des pays où il y a 60 langues locales, comment vous faites ? Diversifier les rencontres, hein, ça a été précisé tout à l'heure par Claire, en fonction de ces différents profils. Plus on a de rencontres différentes, pas seulement être inséré dans une famille ou inséré sur un lieu professionnel, mais plus on multiplie les rencontres avec des autochtones différents, plus évidemment la rencontre interculturelle pourra se faire. Le logement chez l'habitant, c'est toujours mieux que dans un hôtel, et en tout cas en termes de rencontres interculturelles. Et puis, alors point important, ne pas avoir peur de vivre des situations d'expression de conflit, de contradiction. Si on part pour rencontrer la même que soi, autant rester dans sa salle de bain le matin et se regarder dans la glace, ça coûte beaucoup moins cher et en termes sanitaires, c'est beaucoup plus sûr. Si on veut aller à la rencontre de l'autre, eh bien, il faut aller à la rencontre de l'autre dans sa différence aussi, dans son altérité. Et ne pas avoir peur du débat, du désaccord et être capable d'argumenter sa propre opinion et surtout d'écouter l'argumentation de l'autre. Donc, ne pas craindre les désaccords. Alors tout ça, après un séjour, ça nous emmène à quoi? Ça nous amène à d'abord une affirmation de la subjectivité. Oui, je commence à développer un discours qui m'est propre, avec bien sûr la place des émotions. On disait tout à l'heure, il faut rationaliser les discours. Je dis d'accord, mais encore faut-il qu'il y ait des espaces où le discours soit d'abord posé, soit entendu, soit verbalisé. Et ça, c'est pas toujours le cas. Donc, affirmation de la subjectivité, socialisation à l'échelle du monde. Donc, je reviens sur mon individu social. Là, ça y est, j'ai pris conscience qu'il y a d'autres ailleurs et que ces autres ailleurs, finalement, je suis en interconnexion avec eux, ne serait-ce que parce que nous avons des points communs en termes de perspective d'avenir, questionnement sur son parcours, etc., etc. Mais quand je reviens en France, avec ces acquis, je retombe dans certaines influences, marchandisation, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur le monde ici, il est porté par des questions de marchandisation, c'est lié à la mondialisation que j'évoquais tout à l'heure, des communautarismes en tout genre. Alors attention, je ne parle pas ici des sectarismes religieux, si ça en fait partie, mais il y a plein d'autres formes de communautarisme. Ces capacités extraordinaires que nous avons les uns et les autres à vivre dans l'entre-nous. Combien de profs épousent des profs, combien de médecins épousent des médecins, combien, etc., etc. C'est quand même assez saisissant et les sociologues ne font que le confirmer. Nous restons dans l'entre-nous beaucoup. Donc il y a des communautarismes en tout genre.
Le regard des médias sur l'international, hein, on va parler du Maroc quand il y a eu un accident avec un car de touristes où il y a eu 2 Français dedans qui ont été blessés. Le reste de l'année, on parle pas du pays. On va parler du Burkina Faso uniquement quand il y a eu des inondations ou des sécheresses. On va jamais parler d'inauguration d'une école ou d'une nouvelle route qui désenclave une région, etc., etc. Et puis mes propres réseaux relationnels, quand je reviens, surtout quand l'expérience commence à être un petit peu longue, je me rends compte que je suis assez déconnecté des gens avec qui j'étais. Et ça, c'est pas si facile que ça à vivre, parce qu'en même temps, c'est mes amis, et je me rends compte que nos points communs sont plus tout à fait les mêmes. Donc comment je vais me situer, et je risque d'être un peu déstabilisé. Donc voilà toutes ces influences du milieu environnant, et donc tout ça, ça doit permettre normalement, on peut l'espérer, le développement de la réflexivité, mais on va voir que ça nécessite quelques conditions. Et au bout du compte, ça permet à l'individu éthique de prendre de l'ampleur, à l'individu social de prendre de l'ampleur, et à l'individu rationnel de prendre de l'ampleur. L'apprentissage des langues, mettre ça sur son CV, etc., etc. Et donc le « je » commence vraiment à s'affirmer, et on peut espérer au bout du compte que ça se transforme par des formes d'engagement et d'action. Mais ça va nécessiter 2 facteurs facilitants majeurs. Le premier, la verbalisation. Il faut que l'expérience se traduise par des mots et ne reste pas une boule d'émotion quelque part, parce que la boule d'émotion, ça a été très bien dit tout à l'heure par Claire, au bout de 15 jours, 3 semaines, 3 mois, ça s'étiole, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que c'est pas entretenu, parce que c'est pas nommé. Ça ne peut être entretenu que si c'est nommé. Donc il faut d'abord un travail de verbalisation. Où sont les espaces de verbalisation, notamment collectifs, en dehors du traditionnel débriefing, et encore quand il est fait, et du carnet de voyage quand on le rédige. Et deuxième aspect hyper important, c'est la conscientisation. C'est-à-dire que c'est une chose de verbaliser son expérience, c'en est une autre de prendre conscience de tous les processus qui se sont développés et des acquis, et pas seulement des acquis techniques. Alors, moi, je suis beaucoup plus sur les savoir-être que sur les savoirs et les savoir-faire. Et comment comment favorisons-nous la prise de conscience de ces savoir-être ? Et qui sont fondamentaux, ne serait-ce qu'en termes d'accès à l'emploi par derrière. Bon. Au cœur de l'expérience, affectivité. Il faut laisser des espaces où l'émotion s'exprime. Attention au risque de déstabilisation. Ça nécessite donc des accompagnements individualisés. Alors ça, c'est fondamental. Autre mot-clé, la subjectivité. Je ne reviens pas dessus. Et la réflexivité. Le voyage concourt ainsi à l'invention de soi. Alors j'aime beaucoup les écrits de Jean-Claude Kaufmann là-dessus qui sont tout à fait accessibles et qui permettent de montrer que justement c'est à travers l'expérience et sa prise de conscience que l'invention de soi se fait, se déroule. Amina Yahala, qui a travaillé plus sur le volontariat de longue durée, parle, elle, de rites personnels de passage. Pourquoi personnel ? Parce qu'effectivement, les rites collectifs, alors peut-être que Franck me démentira tout de suite, mais les rites collectifs, il y en a de moins en moins dans nos sociétés occidentales. Bon, à une époque, pour les mâles, il y avait le service national. Bon, c'était un bon rite de passage. Bon, ce rite a disparu. Le bac est-il encore un rite de passage ? De moins en moins. Il y a éventuellement quelque part le permis de conduire. On se marie plus trop. Enfin, en tout cas, il y a plein de formes différentes de mise en couple. Donc, il n'y a plus de rite. Voilà. Il reste les funérailles, mais les funérailles, même en France, ça devient très très court, aux grandes dames d'ailleurs des survivants des décédés. Bon. Donc potentiellement des impacts en termes de citoyenneté internationale, conscience d'une communauté, une commune humanité, je ne reviens pas dessus, la socialisation à l'échelle mondiale, diversité, altérité, je ne reviens pas dessus, et donc du coup, je prends conscience que je suis coacteur de ce qui se passe, ne serait-ce que par mes modes de consommation, mais du coup aussi co-responsable. Que faisons-nous d'ailleurs en France de notre droit de vote ? Je laisse la question en suspens. Ainsi, ça devient potentiellement un acte d'éducation populaire et d'éducation au développement, prise de conscience d'une autre réalité, prise de conscience du rôle que j'ai à jouer dessus, et donc modification d'attitude et de comportement. Et ça, en les multipliant par le nombre d'acteurs concernés, ça peut entraîner des modifications de société. Moi, je suis persuadé que si 10% d'une classe d'âge pouvait bénéficier de ce type d'expérience, Marine ne ferait pas 18%. Bon, sous réserve, voyager ne suffit pas. C'est pas parce que je pars que pour autant, il s'opère toutes ces transformations. D'ailleurs, vous avez vu, les pourcentages ne sont pas à 100%. Et tous les profs de langue savent très bien que c'est pas parce qu'on emmène le groupe classe en Italie une semaine en séjour linguistique
que pour autant, il s'opère une réalité interculturelle. Tout le monde a en tête l'écart d'adolescents ricanant sans cesse, en visitant les musées sans regarder les tableaux ou les pièces d'art qui sont proposées, et au retour en disant c'était super, taux de satisfaction 95%, on est ravis, ça a été génial. Bon, mais non, ça se limite pas à ça. Des impacts forts sur leur vie. On leur a demandé d'essayer de mesurer les impacts sur 6 dimensions. Ouverture au monde et aux autres, vie personnelle et intérieure, et entre parenthèses, on avait précisé vie spirituelle, pour voir un peu comment ils réagissaient, vie associative et engagements sociaux, études, orientation professionnelle, vie quotidienne, consommation, relations voisinage, etc., vie familiale et relations amicales, sur une échelle de 0 à 10. Le chiffre le plus bas arrive à du 6 sur 10, et le chiffre le plus haut, c'est une moyenne sur 100, 100 personnes, à 8,1 ou 8,2, je ne sais plus exactement. Dans tous les cas de figure, ils disent que ça a un impact très fort sur leur avenir, sur leur vie. Et avec ce deuxième item, vie personnelle et intérieure, vie spirituelle, qui est à pratiquement 8 sur 10. Donc ça, c'est un domaine sur lequel il faudrait peut-être travailler. Je sais, dans une société laïque et sécularisée, c'est toujours des sujets tabous, mais pourtant, il y a vraisemblablement quelque chose à explorer de ce côté-là en termes de développement de vie intérieure. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Des attitudes au comportement. Tous les jeunes acquièrent de nouvelles connaissances sur le monde et sur eux-mêmes. C'est banal, mais c'est bien de le préciser. Sur notre échantillon, 4 sur 5 modifient leurs attitudes envers les autres et l'appréhension de leur société d'origine, donc c'est quand même pas mal. Et la moitié d'entre eux changent de comportement et deviennent plus citoyens dans le sens concret des actes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, les autres. Les autres l'étaient peut-être déjà avant. 5 profils types de voyageurs, les pourcentages importent peu à l'unité près. Profil connaissance de soi, j'ai appris à me connaître, c'est pas aller beaucoup plus loin. À peu près 15% dans notre échantillon. Profil révélation personnelle, pas évident à accompagner. Eux, c'est la révolution totale. Ils se découvrent complètement sur place. Alors là, ça secoue tout. Je peux vous dire qu'à accompagner au quotidien, pas toujours simple, mais absolument passionnant, parce que là, ils se rendent compte à quel point autrui peut nous apporter. 40% d'entre eux, profil ouverture d'esprit, c'est-à-dire, oulala, ça a modifié mon regard sur le monde, sur les migrants, sur ma place dans la société, je me pose plein de questions, ça ne se traduit pas nécessairement en changement de comportement, mais il se passe beaucoup de choses. Profil école d'engagement, là je vais encore un peu plus loin, cette fois-ci ça se traduit en changement de comportement, très concret. Et enfin, 9%, investissement citoyen, c'était déjà des gens à peu près clairs dans leur tête sur ce qu'ils étaient, déjà engagés, et ils vont beaucoup plus loin, ça confirme des orientations professionnelles, etc., etc. Et enfin, les facteurs qui favorisent le changement, on en a identifié essentiellement 6. Un accompagnement au départ, mais surtout au retour, et c'est clairement la dimension qui pêche aujourd'hui dans nos institutions. Le projet ne se termine pas lorsqu'ils sont rentrés sains et saufs à l'aéroport de Saint-Exupéry, de Roissy-Charles de Gaulle ou de Genève. Non, il ne fait que commencer, en termes, notamment si on souhaite que c'est un impact sur eux et sur leur environnement, et donc du coup sur nos territoires. Une taille de groupe la plus faible possible et une durée de séjour adaptée, autrement dit le plus longue possible. Des oreilles attentives au retour, des gens qui sont capables d'entendre, d'écouter, de stimuler, de questionner, de renvoyer, d'être en dialogue, nous sommes deux. Combien au retour disent « mais on nous pose des questions tellement idiotes sur nos séjours qu'on n'a pas envie d'en discuter ». Voilà. Un entourage qui valorise l'engagement, entourage familial mais aussi institutionnel, et là aussi, quelle place laissons-nous à cette valorisation par l'institut, par l'institution de ces expériences. Un temps de maturation suffisant, intéressant tout à l'heure le témoignage de Denis qui nous disait il est parti une première fois au Mali, une deuxième fois au Guatemala, et puis là, si j'ai bien compris, tu te prépares à partir en Erasmus. Voilà. Donc ça, c'est dans les parcours qu'on a pu identifier, c'est très souvent par ce biais-là que va se dérouler la maturation de la première expérience. Et enfin, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, parce que c'est eux, dans les témoignages oraux, qui nous l'ont exprimé très clairement, il faut aussi qu'il y ait une volonté personnelle de changement. Et vous vous souvenez, quand je vous ai dit tout à l'heure que l'entourage au retour compte beaucoup dans la transformation de l'essai, si je me réintègre dans l'entourage et que je ne garde pas cette espèce de recul critique que j'ai eu au cours de l'expérience, je vais être réabsorbé par le système, et puis petit à petit, tout s'étiole. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a une question de compréhension? Oui. L'adresse mail, c'est très facile, c'est Marc, le prénom, .bulto, BULTEAU, @sfr.fr.